Donc, qu'est-ce qu'on avait? Donc, ouais, donc, on a terminé la première partie avec des exemples de spectres. Je vous ai un peu balancé ça. Je ne vous ai pas dit comment on fait ces calculs. Donc, j'espère que j'aurai le temps d'expliquer un peu. Mais maintenant, avant de faire ça, je vais juste vous dire qu'est-ce qui se passe si on ajoute de l'aléa. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour des raisons purement mathématiques, c'est vraiment de la physique, quoi. Euh, donc, prenons le cas le plus simple. Prenons par exemple la grille. Donc, je vais prendre Z2. OK. Et sur chaque sommet, je vais mettre un poids oméga V. Donc, je me fixe. Donc, supposons que vous avez Z2. Vous fixez n'importe quelle suite oméga, donc oméga V, sur tous les V qui courent sur ZD. OK. Et maintenant, sur chaque sommet V, je vais mettre le poids oméga V. C'est juste un poids réel. Donc ici, je mets oméga 0, 0, ici oméga 1, 0. Sur chaque sommet, je lui mets le poids correspondant que je me suis fixé. Là, c'est une suite arbitraire. OK. Et je vais définir V oméga. Donc ça sera mon potentiel. Donc V oméga, pour chaque oméga, je définis V oméga F de V. Ça sera oméga V F de V. OK. Bon, alors le truc, c'est que je fais varier oméga. En langage probabiliste, en fait, les oméga V seront pour moi des variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées. IID, quoi. OK? Bon, donc ça, c'est mon potentiel aléatoire. Alors, Ça, ouais, qu'est-ce que ouais. tu veux dire par identiquement distribué? Ça veut dire quoi, identiquement distribué? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution de oméga V ne dépend pas de V. OK? Donc là, qu'est-ce que c'est la distribution? La distribution de cette variable aléatoire, quelle est la probabilité que oméga V, il est, disons, dans un intervalle donné? La D'accord. probabilité que oméga V soit dans un intervalle donné, ça ne va pas changer quand je fais changer le sommet. D'accord, ok. Ils ont toutes la même distribution Ok, d'accord. Merci. Ouais. et ils sont indépendants. Donc, indépendants pour faire simple, quoi. Voilà, donc, vous avez maintenant un opérateur de Schrödinger qui varie avec oméga. Donc, pour chaque oméga, vous avez H oméga, c'est mon Laplacien, donc plus précisément la matrice d'adjacence, plus mon potentiel aléatoire. Et je vais mettre un alpha devant. Donc, mon alpha, là, c'est juste un réel pour paramétrer, qui va nous donner à quel point ce terme l'emporte sur celui-là. Donc, si alpha est tout petit, on aura tendance à dire que ça, c'est une petite perturbation de A. Donc, probablement A devrait gagner en quelque sorte. Mais si alpha est très grand, alors c'est plutôt ça qui l'emporte. Alors, pourquoi je dis qu'il l'emporte? Parce que souvenez-vous que je vous ai dit que la matrice d'adjacence, elle a un spectre qui ne contient pas de valeur propre. Il est tout à fait délocalisé. En revanche, le potentiel, c'est une matrice diagonale, hein. Donc là, la matrice diagonale, enfin au moins si on regarde Bon, ça dépend un peu comment vous regardez, parce que ouais, il faut faire attention quand on est en dimension infinie, mais au moins si vous êtes dans un domaine fini, vous avez, on aura tendance à penser qu'il a seulement des valeurs propres. Donc là, vous avez un mix entre les deux et on voudrait voir qui va l'emporter, quoi. Bon, alors, bien sûr, comme je vous disais, donc, qu'est-ce que cet opérateur représente? Si vous vous souvenez, c'est mon matériel ici qui contenait des impuretés. Donc, je vous ai dit, si mon potentiel est périodique, j'ai le même atome chaque fois. Alors, j'aurai un potentiel périodique comme ça, mais en réalité, parfois, j'ai des impuretés et je ne sais pas du tout où elles se trouvent. Donc, peut-être que l'impureté, elle est ici, peut-être qu'elle est ici. Donc, je ne sais pas où elle se trouve. Et non seulement je ne sais pas où elle se trouve, mais je ne sais pas quel potentiel elle va engendrer. Par exemple, je ne sais pas, euh, j'ai un matériau qui est censé être, je ne sais pas, du cuivre ou quelque chose comme ça. De temps en temps, vous avez du fer. Enfin, j'ai aucune idée quel genre d'impureté il existe, mais juste pour vous donner un exemple que je ne sais pas le potentiel qui va être créé, c'est pour ça qu'on le prend aléatoire. Et maintenant, l'idée, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe avec ce potentiel aléatoire. Donc, maintenant,
comme on a un opérateur qui dépend d'oméga, on ne va pas s'intéresser qu'est-ce qui se passe pour tout oméga, mais plutôt pour presque tout oméga. Okay, donc, en termes de proba. Donc, c'est ça qu'on appelle le modèle d'Anderson. C'est ça le modèle d'Anderson sur Z2. Okay, donc, c'est très facile à définir. Donc, vous avez juste la matrice d'adjacence plus ce poids aléatoire, où vous avez mis sur chaque sommet un poids oméga, okay, et vous faites varier les omégas de façon indépendante et identiquement distribuée. Bon, alors il y a un fait qui est bien connu, c'est que le spectre de H oméga, il sera déterministe, en fait. Donc, le spectre de H oméga sera un ensemble sigma fixé pour presque tout oméga. Et donc, presque tout, donc, pour chaque oméga, en principe, j'ai un spectre différent, mais en fait, presque tous les opérateurs, ils auront le même spectre. Donc ça, en fait, ce n'est pas difficile à démontrer. C'est juste des arguments d'ergodicité. Et ça, c'est la définition du spectre comme je vous l'ai donné. Okay. Donc, en supposant que les oméga, là, ils se promènent dans un intervalle borné, disons, l'opérateur est borné, c'est exactement ça, la nuit. Bon, mais ça c'est pas très satisfaisant pour nous. Nous, on aimerait plutôt regarder, bon, ok, je sais que c'est un fermé, je ne m'intéresse pas forcément à calculer c'est quoi ce fermé, mais plutôt à ce qu'il a des valeurs propres ou non. C'est plutôt ça la question qui m'intéresse. Alors, on a des théories physiques qui nous disent à quoi on doit s'attendre. Donc, Anderson, en 1958, il a dit qu'on devrait avoir localisation si le désordre est très grand. Donc, autrement dit, le paramètre alpha, là, qui était devant le V oméga, si le alpha est très grand, ça veut dire qu'il y a très beaucoup de désordre. Donc, vous avez mis un potentiel aléatoire, mais le potentiel aléatoire, il est vraiment très grand. Donc, dans ce cas-là, on devrait avoir localisation. Pareil, on devrait avoir localisation même en faible désordre, mais pour les petites énergies. Donc, petite énergie, ça veut dire que vous êtes au bord du spectre. Okay. Donc, pour les petites énergies aussi, on devrait avoir localisation. Et là, l'intuition, je pense que c'est juste que la valeur, l'onde, dès qu'elle voit un peu de désordre, comme elle a une petite énergie, elle ne pourra pas surmonter le désordre créé par les impuretés. Donc, je répète, il y a deux situations où on s'attend à ce qu'il y ait localisation. C'est au moins pour cet opérateur borné là, tout le spectre devrait être localisé si le désordre est grand. Ça, c'est une chose. Si le désordre est faible, le bord du spectre devrait être localisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire localisé? On devrait avoir des valeurs propres dedans. Donc, par exemple, le sigma ici peut être un intervalle, mais ça sera la fermeture de valeurs propres, d'un ensemble dense de valeurs propres, par exemple. D'accord, c'est ça l'image qu'on a. Donc, à l'époque où Anderson a mis cette théorie, c'était c'était pas du tout standard. Donc, je veux dire, il a été assez attaqué en fait. J'ai même trouvé un papier qui prétend que Anderson est incorrect, que c'est pas vrai, quoi, parce que les physiciens, ils n'avaient pas cette intuition qu'on aura une transition vers localisation. Ils avaient plutôt peut-être l'intuition que, ok, à mesure que le désordre y grandit, peut-être que la condition va affaiblir, la conductivité électronique va affaiblir, mais elle va pas cesser, quoi. Donc, localisation, ça veut dire vraiment que les fonctions d'onde sont coincées à l'intérieur du matériel et il n'y a plus de transmission de courant, quoi. Mais en fait, il avait raison, et c'est même pour ça, je pense qu'il a eu le prix Nobel. Et bizarrement, mathématiquement, c'est pas très difficile à voir, en fait. Donc, mathématiquement, on comprend, je dirais même très bien, la localisation d'Anderson. Donc, il y a même 2 bouquins dessus maintenant, et il y a une tonne de papiers, enfin des papiers vraiment de plus en plus forts, qui vous dit, ok, non seulement vous avez localisation, mais vous avez une localisation vraiment très, très forte.
Et parfois, on essaye, bon, là, je vous ai mis juste Z2, on peut s'amuser à faire d'autres graphes. On peut, au lieu de les prendre indépendantes, qu'est-ce qui se passe quand on les a corrélées? Ça, c'est juste une particule. Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs particules? Donc, tout ce genre de questions, les mathématiciens, ils continuent toujours à se poser de questions de plus en plus fortes. Mais je veux dire, pour le cas simple, en fait, c'est déjà réglé depuis longtemps. Donc, pour le cas le plus simple de ZD, des potentiels IID avec une bonne distribution, alors là, il y a quelque chose de technique quand même que je devrais dire, c'est que si la distribution est continue, alors là, c'est facile. Par contre, si vous prenez des variables aléatoires qui sont de type Bernoulli, par exemple, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, c'est des travaux assez récents. Bon, donc bref, juste pour vous dire que mathématiquement, on comprend ça. Bon, alors, quel est le régime opposé? Ben, c'est le régime où on a un faible désordre, mais on n'est pas au bord du spectre. Okay, donc ça, c'est de la physique standard. Ça existe avant Anderson, hein. Donc, la physique standard nous dit qu'on devrait avoir des localisations dans le bulk du spectre. Donc, le bulk, ça veut dire que vous êtes loin du bord. On devrait avoir des localisations si le désordre est assez faible. Et ça, c'est très intuitif, donc, à partir de dimension 3. Donc, je dirais peut-être pourquoi, mais ça, c'est très intuitif. Donc, on avait ici un opérateur, donc vous avez l'énergie cinétique, c'est complètement délocalisé, et vous avez mis une perturbation très faible. Okay, donc, je mets ici un alpha très faible, et je dis que même après cette petite perturbation, le spectre au moins aura une partie qui est complètement délocalisée. Okay, donc, je m'attends à ce qu'il y ait un intervalle, peut-être pas tout le spectre, même pas tout, enfin, peut-être pas très gros, mais au moins un intervalle où j'ai pas du tout de valeur propre. Et bizarrement, c'est un problème ouvert. Ça fait plus de 60 ans et je pense que même ceux qui ne travaillent pas sur le domaine, ils ont dû en entendre parler. C'est un des problèmes les plus importants en mathématiques physiques aujourd'hui, en fait. Donc, il y a eu en comparaison, il y a eu beaucoup d'avancées sur le modèle d'Ising, par exemple, etc. Mais là il y a, c'est un problème ouvert depuis très longtemps et des gens comme Jean Bourgain, des gens très célèbres ont essayé de résoudre le problème, mais c'est vraiment complètement ouvert. On ne sait absolument rien faire. Et ce qui est très bizarre, hein, c'est vraiment la version intuitive de la physique, en fait, qui est difficile à démontrer, et la version non intuitive, on sait la démontrer mathématiquement. Alors, il y a quand même des travaux. Donc, les gens, ils se sont dit, si on ne sait rien faire sur ZD, prenons un autre graphe. Donc, c'est ce que même les physiciens, en fait, ils ont déjà, avant Klein, donc Klein, c'est un matheux, mais les physiciens, ils avaient déjà remarqué que si on travaille sur l'arbre, la délocalisation devrait être plus simple à vérifier. Et effectivement, Klein, dans les années 90, il a montré qu'il y a délocalisation pour le modèle d'Anderson dans le bulk et si la perturbation est assez faible. Donc, autrement dit, on a un genre de transition de phase. Donc, si le désordre est grand, vous avez localisation. Si le désordre est faible, vous avez délocalisation. C'est ce genre de résultat qu'on n'arrive pas à montrer pour ZD. Donc là, c'est juste pour les arbres. Donc, je vous le rappelle, le TQ, là, c'est l'arbre régulier. Donc, pour cet arbre-là, vous prenez la même définition du modèle d'Anderson. Vous mettez sur chaque sommet une variable aléatoire. Vous les prenez IID. Et la question, est-ce que si le désordre est assez faible, donc la perturbation est vraiment très, très faible, est-ce que vous avez des localisations? Oui, pour l'arbre, on sait. Donc, c'est à peu près. Il y a eu après des généralisations pour d'autres arbres comme ça, mais pour ZD, on ne sait pas du tout. Oui, alors juste quand même, je dois annoncer que là, j'ai dit que c'est un des problèmes ouverts les plus importants. Ce n'est pas juste moi qui dis, c'est vraiment, j'ai entendu ça de plusieurs personnes, mais j'ai mis en italique pour les mathématiques physiques, hein. En fait, les physiciens, ils s'en fichent. Donc, pour les physiciens,
c'est tout à fait évident qu'il y a des localisations. Bah, il la mesure tous les jours parce que pour les cristaux réels, ils ne sont jamais parfaits. Donc, il y a toujours des impuretés et on sait que le courant y traverse. Et même, j'ai suivi des exposés de physiciens quand j'étais à Orsay. Là, c'est vraiment le truc de base, c'est qu'on sait qu'il y a des localisations si le désordre est assez faible. Donc là, juste pour dire que c'est vraiment plutôt un problème de mathématiques physiques, pas de physique, quoi. Les physiciens, en ce moment, ils s'intéressent à d'autres questions pour le modèle d'Anderson. Plutôt ces histoires de multicorps et machin. Voilà. Bon. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Enfin, je raconterai peut-être ces histoires de convergence par la suite, mais juste pour faire un peu de maths quand même, faisons quelques calculs ensemble. Donc, commençons par les graphes finis. Là, bon, pour les petits graphes, ce n'est pas très intéressant. Vous avez la matrice d'adjacence. Ben, quelles sont les valeurs propres? Enfin, vous trouvez les racines du polynôme caractéristique. Donc, bon, si vous avez un ordinateur assez fort, il vous fera ça. Donc, pour les petits graphes, ben, c'est à calcul. Bon, mais maintenant, je vous ai quand même donné une famille de graphes, donc des familles de graphes où je prétendais qu'on peut calculer les valeurs propres. Donc, par exemple, le cycle. Donc, ici, voilà. Ça, c'est un cycle de longueur 4, par exemple. Comment je peux calculer les valeurs propres quand le cycle est de longueur n? Donc, là, je ne vais pas. Alors, en fait, je peux presque regarder la matrice d'adjacence qui est maintenant taille n, mais je ne vais pas développer son déterminant n fois, hein. Donc, plutôt, en fait, je vais remarquer que c'est un type de matrice qu'on appelle matrice circulante. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous le connaissez, bah, vous verrez directement quels sont les vecteurs propres. Mais même si vous ne connaissez pas, enfin, il y a un article de Wikipédia dessus, hein. Mais en fait, les vecteurs propres, ça sera toujours sur la forme 1, zeta puissance g, zeta puissance 2g, où les états, c'est des racines de l'unité. Bon, si vous ne connaissez pas ça, vous faites vraiment le calcul, en fait. Donc, pour faire le calcul, donc, ici, la matrice d'adjacence, au sommet 3, par exemple, la matrice d'adjacence, j'ai deux voisins. Donc, je veux voir qu'est-ce qui se passe quand je fais zeta puissance j plus zeta puissance 3j. Ben, c'est juste un calcul, ça vous donnera exactement, je veux dire, 2 cosinus fois zeta puissance 2j. Donc, 2 cosinus, il vient de ça plus ça, quoi. Donc, c'est vraiment un calcul très facile. Pour le chemin de taille m, là, encore une fois, donc là, je vous dis non seulement on connaît les valeurs propres, on connaît même les vecteurs propres pour n'importe quelle taille n. Donc là, je l'ai un peu tiré du chapeau, mais vous pouvez déduire ces vecteurs propres à partir des vecteurs propres du cycle. Alors là, c'est pas très clair, mais vous prenez en gros un cycle de taille 2 fois plus grand, enfin 2n plus 2 fois, et vous faites une différence de vecteurs propres et c'est pour ça que vous avez des sinus qui apparaissent. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez calculer exactement ça. Vous utilisez juste les règles de trigonométrie. Ça vous dira que, par exemple, la première plus la troisième, c'est exactement 2 cosinus fois ce sinus. Okay, donc, vous avez vraiment euh, les vecteurs propres avec les valeurs propres que je vous avais données ici. Donc, vous avez les 2 cosinus, c'est ça les valeurs propres. Pareil ici, c'est juste que l'énergie, elle est un peu différente. Ok, donc pour ces graphes-là, on sait calculer exactement les vecteurs propres. Pour le graphe complet, c'est en quelque sorte plus simple. Donc, le graphe complet, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? Donc, on a n sommets et on met des arêtes entre n'importe quel sommet. Donc, par exemple, quand j'avais un graphe de taille 4, je mettais un sommet entre 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4. Donc, en général,
si le graphe complet Kn, je mets, chaque sommet aura n-1 voisins. Si vous écrivez sa matrice d'adjacence, en fait, il y aura des 1 partout, n'est-ce pas? Parce que j'ai mis, étant donné n'importe quel sommet, je mets des arêtes qui vont vers tous les autres sommets. Donc, il y aura des 1 partout sur chaque ligne. En fait, la seule position où il n'y aura pas de 1, c'est sur la diagonale, parce que je vous ai dit que je ne vais pas prendre de boucle. Okay, donc, 1 n'est pas lié à lui-même, mais il est lié à tous les autres. Donc, la matrice d'adjacence, quelle allure elle a? C'est juste la matrice JN, où JN, c'est la matrice qui a tout à fait des 1 partout, moins l'identité. S'il y a une question là-dessus, dites-moi. Bon, si vous êtes d'accord, JN, on connaît exactement son spectre. JN, c'est une matrice de rang 1. C'est juste 1 partout. Hein. Donc, c'est une matrice de rang 1, donc elle a juste une valeur propre non triviale et le reste, c'est des zéros. Okay. Donc, la valeur propre non triviale, c'est n. On peut la trouver en regardant le vecteur propre qui consiste à prendre 1, 1, 1, 1 partout. Si vous prenez ça, donc la matrice qui contient des 1 partout multiplié par le vecteur propre 1 partout, ça vous donnera exactement n, 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 n. Okay. Donc, pour Jn, la seule valeur propre non triviale, c'est n, et les autres, sans faire de calcul, on sait que c'est 0, parce que c'est une matrice de rang 1. Ça, c'est pour Jn. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pour A? A, c'est juste une translation par l'identité. Donc, tout ce que je vais faire, je vais juste translater les valeurs propres par 1. Donc, ce spectre-là, il sera n-1, puis après, les zéros deviendront -1, -1, -1. D'accord? Donc, c'est assez facile. Même si ce n'est pas évident a priori, en fait, c'est assez simple. Pareil pour les étoiles, c'est assez simple. Donc là, je vous rappelle, j'ai un sommet qui est connecté à tous les autres, mais les autres, ils sont seulement connectés à ce sommet. Donc tous les autres, voilà. Donc j'ai 7 étoiles, donc j'ai un sommet qui est connecté à tous les autres, mais les autres, ils ont degré 1. Okay. Bon, pareil, c'est encore une fois facile. Voilà, donc quelle allure elle aura ma matrice d'adjacence? Disons que le sommet central, je vais le noter 1, donc il n'est pas connecté à lui-même, je n'ai pas de boucle, mais il est connecté à tous les autres. Donc il y a des 1 partout, et tous les autres sont connectés au sommet central, donc il y a un des 1. Mais après, il y a des 0. Donc je veux dire, par exemple, le sommet 2, il est connecté seulement à 1, mais il n'est pas connecté aux autres. Donc c'est pour ça que ici j'ai un gros 0 ici, et j'ai juste un... Bon, ça c'est une matrice de rang 2. Okay. Donc, encore une fois, sans faire de calcul, je sais que j'ai seulement au plus 2 valeurs propres non triviales et le reste, c'est des zéros. Bon, les valeurs propres non triviales, encore une fois, je peux les trouver exactement en considérant ce vecteur propre. Vous pouvez vérifier, enfin, c'est vraiment pas compliqué que ça, c'est un vecteur propre pour ces valeurs propres. Donc, effectivement, bon, donc ça, c'était vraiment des trucs faciles. Hein. C'est pas des... Les gens en théorie des graphes, même théorie des graphes finis, encore une fois, ils s'intéressent à des choses plus qualitatives, pas forcément à faire des calculs comme ça. Mais il y a des questions intéressantes. Par exemple, je vous ai dit que le spectre d'un graphe fini est forcément en nombre algébrique. Bon, il y a des gens qui veulent plus. Quand est-ce que le spectre, c'est des entiers, par exemple? Bon, alors là, ça a intéressé pas mal de gens et ils ont publié des papiers dessus. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Enfin, c'est assez amusant, en fait. Bon, mais continuons maintenant pour les graphes infinis. Donc, ZD. Bon, je vous avais dit que ZD, il a le spectre, c'est moins 2D, 2D. Comment on démontre ça? Alors, on va le faire ensemble, c'est assez facile. En fait, on va en quelque sorte diagonaliser la matrice d'adjacence. Donc, je vous ai dit que si on a une matrice diagonale, on sait que le spectre, c'est les éléments de la diagonale. Ça, on sait ça depuis notre cours d'algèbre linéaire. Et le Fourier, en fait, il va diagonaliser en quelque sorte la matrice d'adjacence. Et c'est comme ça qu'on va trouver le spectre. Donc, je veux dire, ce n'est pas un outil très
bizarre, quoi. C'est quelque chose d'assez naturel. Bon, c'est quoi le Fourier? Donc, la transformée de Fourier pour L2 de ZD, elle vit sur le tore. Donc je veux dire, elle prend. Donc, ah oui, j'ai mis T étoile juste parce que je prends le tore, ma convention c'est 0,1, pas 0,2 pi. C'est pour ça que j'ai mis toile comme dual. Enfin. Donc la transformée de Fourier, ben voilà, ben c'est comme vous la connaissez. Si vous préférez, c'est le produit scalaire de la base standard avec mon f. C'est un opérateur unitaire, il a son inverse, ben, c'est la série de Fourier de G. Pour n'importe quel G, je peux associer une série de Fourier comme ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout que l'opérateur est unitaire. Et je prétends qu'il diagonalise ma matrice d'adjacence en ce sens qu'il la rend équivalente à un opérateur de multiplication. Et quelle est la fonction par laquelle je multiplie? Donc, m phi de f, c'est l'opérateur qui multiplie f par phi de x, où phi de x, c'est une somme de cosinus. Okay, donc, je dois vous montrer ça, mais si je vous montre ça, comme l'opérateur est unitaire, alors le spectre de A sera égal au spectre de m phi, parce que le spectre est invariant sous conjugaison unitaire. Okay. Donc, une fois qu'on a démontré ça, on va conclure facilement. Donc, je vais juste vous montrer ça. Bon, bah, ça, c'est encore une fois un calcul. J'ai AG, je vais lui subir la transformée de Fourier inverse. Donc, autrement dit, je prends la série de Fourier de AG. Bon, bah, j'écris la série de Fourier, une somme sur n. Et puis après, ça, c'est AG de n. Bon, bah, AG à la position n, ici, j'ai le réseau ZD. Hein. Donc, pour n, j'ai 2D voisins donc, en chaque direction. Donc, ici, je mets plus 1, et puis après, plus 1, plus 1. Donc, en chaque dimension, j'ai 2 voisins. C'est pour ça que j'ai une somme qui court de 1 jusqu'à D. Gn moins EI plus Gn plus EI, où les EI, c'est ma base standard. Okay, donc, ça, c'est juste la définition de la matrice d'adjacence pour G au point N. Très bien, et ça, c'est le Fourier. Bon, bah, je vais faire quelque chose de tout bête. Enfin, je vais juste changer les indices. Donc, je vais remplacer n moins EI par n. Du coup, ça devient n plus EI. Et pareil ici. Ça, je vais le mettre n. Donc, ça devient ici n moins EI. Et je prends... Donc, je remarque que ça, c'est commun aux deux. Ce qui change, donc je vais prendre g de n, e puissance 2 i n x comme facteur commun. Il me restera e puissance 2 pi i x fois EI qui est xi, parce que c'est la base standard. Et pareil ici, j'ai e puissance moins 2 pi i xi. Donc, autrement dit, j'ai 2 cosinus 2 pi x, et je le sors. Ce qui me reste, c'est la série de Fourier de G. Bon, donc, je vous ai montré que quand l'opérateur de Fourier inverse, je peux les permuter avec A, et il me sort une multiplication. Donc, je peux prendre f, c'est exactement f moins 1, et du coup, le G sera f, enfin Fourier f. C'est pour ça que j'aurai f moins 1 à f égale m phi. Donc, si je multiplie vraiment la fonction par ce machin-là, qui est la fonction phi. Okay. S'il y a une question, dites-moi. Donc, c'est vraiment un calcul de 3 lignes. Donc, effectivement, la transformée de Fourier diagonalise la matrice d'adjacence, en ce sens qu'elle la rend équivalente à une multiplication par des cosinus. Bon, ben maintenant, je vous rappelle que quand j'avais un opérateur de multiplication, je vous ai dit que le spectre, c'est l'image. C'est l'image de la fonction par laquelle vous multipliez. Ben ici, je multiplie par une somme de cosinus. Ben, l'image de ça, ben, chacune a son image, c'est moins 2, parce que j'ai un 2 ici, mais j'ai D d'elle, donc en fait, ça sera moins 2D de D. Donc, c'est pour ça que le spectre de la matrice d'adjacence, c'est moins 2D de D. D'accord ? Bon, alors après, pourquoi il n'y a pas de valeur propre ? Ben, c'est pareil, je vous ai montré que
Alors, là, enfin, je vous ai montré qu'il n'y a pas de valeur propre quand on multiplie par x. Mais ici, on multiplie par 2 cosinus, mais en fait, ce n'est pas très différent. Donc, vous pouvez vérifier que cette matrice-là, cet opérateur linéaire-là, il n'a pas de valeur propre non plus. Et du coup, la matrice d'adjacence n'aura pas de valeur propre non plus. D'accord? Donc, c'est assez facile et bon, c'est pas bizarre que ça soit facile parce que là, c'est vraiment juste l'énergie cinétique sur ZD. Ça devrait être quelque chose de facile, quoi. S'il y a une question, n'hésitez pas, hein. Pour le réseau triangulaire, l'échelle et les boîtes, et pour même donc tous ces graphes sont ZD périodiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous ai balancé pas mal de graphes ici. Donc, voilà. Donc, par exemple, ça, même ZD lui-même, bien sûr, mais je veux dire ça, ce réseau-là, vous remarquez que je suis en train juste de prendre un motif et puis après, je le périodise sous l'action de Z. Ici, bon, je peux périodiser sur l'action de Z2, de ZD en général. Donc, il y a une théorie pour ce genre de graphe. Et c'est juste une généralisation de la transformée de Fourier qu'on appelle la théorie de Floquet. Donc, où on en est, ouais. Donc, pour ces graphes-là, en fait, et bizarrement, c'est assez récent mathématiquement. Donc, la théorie de Floquet, elle existe depuis longtemps pour les Schrödinger continus. Donc, mais bizarrement, pour les graphes, c'est assez, je dirais, en 2014, quelque chose comme ça, j'ai vu les premiers papiers. Bien que ce soit plus simple, en fait, de travailler sur des graphes. Mais bon. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui se passe avec cette théorie? Donc, ces graphes-là, on a un certain motif, donc VF, c'est un graphe fini, et puis après, on lui ajoute ZD, donc on périodise, quoi. Donc, je veux dire, par exemple, VF, VF plus 1, VF plus 2, VF moins 1, donc c'est comme ça que j'ai construit les graphes. Et comme je vous disais, c'est géré par une généralisation de la transformée de Fourier. Et si j'ai diagonalisé avec Fourier, je peux diagonaliser en quelque sorte avec quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est la transformée de Floquet. Et là, vous remarquerez que pour la matrice d'adjacence sur ZD, le spectre, c'était juste une bande comme ça, enfin, juste un intervalle, moins 2D, 2D. En général, si votre motif, donc si vous voulez, le motif correspondant à ZD, c'est juste 0. D'accord? Donc, si je regarde, désolé de... Si je regarde Z2, bah, je prends 0 et je suis en train de périodiser sur... je prends 0, bah, je lui ajoute 1, je lui ajoute moins 1, je lui ajoute ça. Okay, donc, pour ZD, le domaine fondamental, en quelque sorte, c'est juste un singleton. Ici, par exemple, le domaine fondamental, ça sera 2 vertex. Je suis en train de périodiser donc 2 vertex et je les répète. Ici, le domaine fondamental sera 3 vertex. Donc, en général, si vous avez nu sommet dans votre motif, le spectre consistera en nu bande. Okay, donc, si mon domaine fondamental est nu sommet, alors j'aurai nu bande. Mais ces bandes peuvent se toucher, donc peut-être qu'au finalement, vous observerez juste une bande parce qu'elles se croisent toutes. Et non seulement ça, certaines d'entre elles peuvent être dégénérées et au lieu d'avoir un intervalle où j'avais juste un point. Okay, donc, l'intervalle, il est de largeur 0. Enfin, c'est vraiment dégénéré. Et quand ça arrive, c'est comme ça qu'on a des valeurs propres. Donc, je vous avais dit ici que j'ai un phénomène assez bizarre. Que pour ce graphe, je n'ai pas de valeur propre. Donc, j'ai juste une bande, enfin 2 bandes, mais qui se touchent. Pour celui qui est en haut et celui qui est en bas, en fait, j'ai des bandes, mais j'ai aussi des valeurs propres. Et les valeurs propres sont créées justement parce que l'une de ces bandes, elle est dégénérée. Donc, c'est ça ce qui se passe. Alors, comment on voit ça? Donc, juste pour donner un peu plus de détails sur cette histoire de Floquet. Oui, alors je vous rappelle que la matrice d'adjacence, on a vu qu'elle était équivalente à un opérateur de multiplication par phi.
pour ces trucs un peu plus généreux, donc, où on a un motif qu'on périodise sous l'action de ZD, la matrice d'adjacence sera plutôt équivalente à un certain opérateur AFI, mais AFI maintenant, au lieu d'être une fonction donc, à valeur scalaire, ça sera une fonction à valeur matricielle. Donc plus précisément, euh, ma matrice d'adjacence sera équivalente à AFI. AFI G de X, c'est encore une fois, ça a l'allure d'un opérateur de multiplication. Mais l'opérateur de multiplication, au lieu d'agir sur L2 du tore, il agit sur L2 du tore puissance nu. Okay, donc, ça sera plutôt, ici, G, ça sera plutôt un vecteur, et A, ça sera plutôt une matrice. Mais ça reste une matrice finie. Donc, par exemple, ici, pour l'échelle, c'est une matrice 2 fois 2. Donc, ça reste un objet assez qu'on peut manipuler, quoi. Donc, juste pour vous donner un exemple, si je regarde l'échelle, la matrice A qui sort, c'est cette matrice-là. Donc, j'ai encore une fois ces trucs de cosinus, mais comme vous voyez, c'est plus juste un scalaire. Donc, ici, j'avais vraiment juste un scalaire. Ici, j'ai plutôt une matrice 2 fois 2. Et donc, j'ai 2 cosinus de... On peut calculer cette matrice explicitement. Donc, si vous avez un graphe explicite, je peux vous dire quelles sont les entrées ici. Donc, comme je vous disais, cette théorie, elle est assez récente, en fait. Et surtout, ces histoires de flat band, là où il y a des bandes qui sont dégénérées, ça intéresse encore pas mal les physiciens. OK. Bon, bah, donc, si vous, maintenant, étant donné la matrice, vous calculez ces valeurs propres, bah, c'est comme ça. Donc, ces valeurs propres vont tracer le spectre. Donc, quand X varie, ici, quand X varie, il nous a tracé moins 2D, 2D pour ZD. Ici, quand X varie, il va nous tracer le spectre de machin. Mais ici, je considère l'ensemble de... Donc, chaque valeur propre va me tracer une bande. C'est pour ça que si j'ai une matrice 2 fois 2, j'aurai 2 bandes a priori. Si j'ai une matrice de taille nue, j'aurai une nue bande. Voilà. Bon, bah, je ne sais pas si vous êtes encore... Enfin, bon, moi, je peux continuer, mais je ne sais pas si vous survivez. Donc, est-ce que je termine? Enfin, je peux vous donner les slides, hein. Peut-être que je dirais juste rapidement, je vais terminer en 5 minutes, comme ça. Donc, j'ai essayé de vous expliquer comment on fait les calculs pour les graphes finis. Bon, ça, c'est facile, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Pour ZD, en gros, on diagonalise. Pour les réseaux ZD périodiques, en gros, on diagonalise encore une fois, mais c'est un peu plus compliqué. Pour les arbres, on raisonne de manière différente. Pour les arbres, on regarde plutôt la résolvante de l'arbre infini. Et il se trouve que la résolvante de l'arbre infini, elle se comporte très bien. Elle a certaines propriétés récursives qui ne sont pas du tout présentes dans ZD, par exemple. Donc, à cause de ces propriétés récursives, on peut bien manipuler la résolvante. Et la résolvante, donc la résolvante, c'est l'inverse. Donc, on prend Z, un complexe sur le demi-plan complexe. OK ? Et si vous arrivez à étudier la limite quand le Z tend vers la ligne réelle, verticalement, alors ça vous dit quelque chose sur le spectre. Donc, en gros, c'est comme ça d'habitude qu'on raisonne sur les arbres parce qu'on comprend assez bien la résolvante de l'arbre. On regarde plutôt la résolvante et comment elle réagit quand l'énergie tend vers R. Donc, a priori, elle est dans le demi-plan complexe supérieur, mais on fait tendre l'énergie sur R. Et bon, en gros, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est comme ça que ça vous encode tout, en fait. Ça vous dit non seulement quel est le spectre, mais en plus, est-ce qu'il y a des valeurs propres ou non, est-ce qu'il est absolument continu ou non. Donc, vous pouvez tout capturer de ça si vous savez manipuler. Et on sait manipuler ça sur les arbres. Et c'est exactement pour ça que le modèle d'Anderson a été résolu sur les arbres, mais pas sur ZD. Parce que sur les arbres, on sait manipuler la résolvante même pour le modèle d'Anderson, donc si j'ajoute un potentiel aléatoire, mais ce n'est pas le cas sur ZD. Là, on ne comprend plus rien. Donc,
Ouais, ici, c'est juste pour vous amuser. Donc, ceux qui ont d'un esprit un peu plus algébrique, j'ai mis revêtement universel. Donc, en fait, c'est si au lieu de regarder l'arbre régulier, vous pouvez regarder des arbres un peu plus généraux qui sont les revêtements universels de graphes finis. Pour ce genre donc, le revêtement universel de ce graphe fini, par exemple, ça aura cette allure, mais là, j'ai juste mis une partie. En fait, c'est un arbre infini. Dès que vous avez un cycle, le revêtement universel sera un arbre infini. Très rapidement, comment vous le construisez? Disons que je suis à cette position, je regarde tous les chemins qui partent de mon sommet. Donc ici, les chemins qui partent du rouge, j'ai ça, ça, ça. Je mets 3 arêtes, ça, ça, ça. Bon, maintenant, je regarde tous les chemins qui ne retournent pas en arrière. Donc si je vais du rouge au bleu, j'ai seulement une direction, c'est le vert. Bon, alors, si je vais du rouge au bleu, j'ai seulement une direction, c'est le vert. Si je vais du bleu au vert, j'ai 2 directions, rouge ou noir, donc je mets rouge ou noir, etc. Okay, donc, c'est comme ça que je construis l'arbre. D'un point de vue de graphe, tous les sommets rouges seront isomorphes en quelque sorte. Donc, et pareil, tous les sommets bleus, etc. Donc, c'est un graphe qui n'est pas régulier. Comme vous voyez, ce sommet, il a un nombre de voisins différent de celui-là, mais il est quand même assez périodique. Donc, il a seulement 4 classes d'isomorphisme. Enfin, au plus, en fait, c'est juste 2. Voilà, donc pour ces arbres-là qui sont presque réguliers, on sait encore une fois dire beaucoup de choses, le spectre, le modèle d'Anderson, etc. Bon, après, bon, là, j'ai pas du tout le temps d'en parler, mais juste pour vous dire que si vous avez une suite de graphes finis, est-ce qu'il y a un concept de convergence vers un graphe infini? En fait, c'est pas évident, donc il faut faire attention. Pour ZD, par exemple, c'est très facile, on prend juste des boîtes de plus en plus grandes, mais dès que le graphe il est plus compliqué, c'est pas du tout évident comment construire des graphes finis qui convergent vers le graphe infini. Et ce qui nous intéresse davantage, c'est est-ce que le spectre, en quelque sorte, il converge vers le spectre infini. Donc, il y a une théorie pour ça qui s'appelle la convergence de Benjamin-Ishram. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et puis après, là, j'ai parlé de spectre de graphes infinis. On peut aussi essayer de regarder ce qui se passe sur les graphes finis, mais regarder ce que les gens ils appellent statistiques de valeur propre. Ça, c'est une question un peu plus compliquée que regarder juste le spectre infini, et ça a beaucoup d'intérêts physiques et mathématiques. Voilà, donc pour conclure, il y a des références, enfin, c'est quand même des sujets de recherche ce que je vous ai exposé surtout sur les graphes infinis. Donc, j'ai mis des notes de cours pour des mini-cours. Sur ma page web, vous avez par exemple un mini-cours sur la convergence de Benjamin-Ishram si ça vous intéresse, et un mini-cours sur les aspects de délocalisation. Ici, je vous ai juste expliqué l'aspect spectral, donc, qui n'a pas de valeur propre, mais il y a d'autres aspects, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît au niveau des fonctions propres, qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la dynamique. Donc, vous trouverez ça ici, et puis après, il y a des références à l'intérieur de ça. Voilà, donc merci pour votre attention, et c'est tout. Merci bien, Moustapha.